Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'échange sur le reporting RSE. Cette session d'échange s'inscrit dans le cadre de la semaine de l'entreprise responsable organisée pour la première fois cette année par le MEDEF dans le but d'informer et d'accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de leur démarche RSE. Elle s'inscrit également dans la continuité de la démarche d'accompagnement sur la mise en œuvre de l'obligation de reporting RSE en France que nous avons initiée conjointement avec EY et Deloitte depuis 2017, avec notamment la publication d'un guide méthodologique sur la transposition de la directive, l'organisation d'ateliers pour accompagner la mise en œuvre, et puis la publication l'année dernière du premier bilan de mise en œuvre de l'obligation des PEF par les entreprises du SBF 120. La session va se dérouler en 4 temps. Tout d'abord, la présentation du bilan de la deuxième année de mise en œuvre de l'obligation de reporting par Julien Rivals, associé co-responsable des activités Sustainability en France et Global Integrated Performance Leader chez Deloitte, et Éric Duvaux, associé fondateur et responsable de l'équipe Sustainability d'EY, membre de la Task Force européenne sur la révision de la NFRD qui vient d'être mise en place au sein de l'EFRAG. Nous aurons ensuite le retour d'expérience de Karine Hilero, qui est la présidente du GT Finance Durable et Performance Extra-Financière du MEDEF, qui partagera notamment la position du MEDEF en vue de la révision de la NFRD. Nous aurons ensuite le témoignage de Pierre-Emmanuel Belluche, le chef du Bureau Finance Durable, Droit des sociétés, comptabilité et gouvernance des entreprises à la DG Trésor, qui partagera les attentes et les objectifs des pouvoirs publics français dans le cadre de la révision de la NFRD. Et enfin, nous aurons un temps de questions-réponses avec l'ensemble des intervenants. Pour cela, je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran tout au long de la session et on les relaiera dans le temps imparti. Sans plus attendre, je donne la parole à Julien et Éric pour la présentation du bilan 2020. Bonjour à tous, bienvenue dans cette webconférence. On est très heureux, Eric et moi, de vous présenter pour la deuxième année successive ce bilan de la DPEF avec une année 2019 qui a été très riche et qui continue en 2020 à être très riche sur le sujet du reporting et de son évolution. Avec, vous l'avez vécu en 2019, la loi Pacte qui a aussi donné une autre dimension à la place de la RSE et de l'impact sociétal des entreprises dans la vie des entreprises. Et puis, en 2020, un vrai champ de réflexion qui a été ouvert au niveau européen, avec le Green Deal européen, et au niveau international, avec de nombreuses initiatives sur lesquelles on pourra revenir, et une question sur l'évolution des référentiels et de la normalisation, la standardisation du reporting RSE. C'est dans ce contexte qu'on a mené cette étude pour la deuxième année. Et donc, on a voulu la faire sensiblement différente que l'an dernier. Pour ceux et celles qui l'avaient suivi, on avait, comme première année, focalisé sur des éléments de bonne compréhension des textes et surtout d'options dans la forme, dans la présentation. Par exemple, comment présenter le modèle d'affaires, comment présenter les risques, comment présenter sa démarche et ses indicateurs. On a voulu, cette année, volontairement focaliser sur les sujets qui nous ont semblé des sujets particulièrement d'actualité, des sujets sur lesquels on se questionne et sur lesquels il est intéressant d'avoir finalement les tendances, les pratiques des uns et des autres, les questions qui peuvent se poser, les options possibles dans la façon de traiter tel ou tel sujet. Et bien sûr, tout ça pour nourrir le débat sur cet avenir du reporting extra-financier et potentiellement de plus en plus intégré. Alors, dans cette étude, on va vous présenter aujourd'hui les chiffres, les tendances et les grandes conclusions. On va pas détailler l'ensemble des illustrations qui accompagnent cette étude que vous aurez dans la version informatique qui sera distribuée par le MEDEF à l'issue de cette présentation. Nous vous encourageons bien sûr à la regarder. On l'a agrémenté de nombreuses illustrations d'entreprises. Alors non pas, petit bémol, pour remettre des prix des bonnes pratiques, mais plutôt pour montrer la diversité de la façon dont les entreprises ont répondu à certains sujets. Dans les thèmes qu'on va aborder ce matin, vous les avez listés sur ce slide. On a ouvert un peu au-delà des champs spécifiques de la DPEF, parce que la DPEF est de plus en plus en interaction avec
l'ensemble de la vie de l'entreprise, et on peut s'en féliciter. Et donc, on a voulu l'ouvrir à son environnement un peu plus large, notamment, par exemple, en commençant par le sujet des raisons d'être, qui était un sujet clé pour cette année 2019 et qui continue à l'être. Et puis, une focalisation assez claire sur les indicateurs et les objectifs fixés par les entreprises, dont les politiques climat, qui sont un grand sujet de l'année, et bien sûr, au-delà, comment finalement ces indicateurs, cette performance développement durable qui essaie d'être mesurée à travers la DPEF, est intégrée dans les objectifs des dirigeants. C'est tout ça qu'on va vous présenter tout de suite avec Eric. Alors peut-être qu'on va commencer par le premier point, la question de la raison d'être. Voilà, merci Lucie. Avec une première statistique qu'on a voulu sortir et qui n'est pas finalement si facile à sortir, paradoxalement, parce que beaucoup d'entreprises publient naturellement leur mission, leur engagement, leur vision, leur ambition. On a voulu être plus précis et regarder celles qui avaient, notamment dans l'élan de la loi Pacte, soit certaines l'avaient anticipé, soit certaines l'ont suivi, celles qui avaient formalisé, formulé précisément une raison d'être, avec souvent des textes assez courts, mais souvent accompagnés de textes un peu plus longs. Et donc là aussi, vous verrez dans les illustrations qui sont jointes à l'étude, beaucoup d'exemples de formulations des uns et des autres, regroupés par secteur pour qu'on puisse analyser la façon dont ces raisons d'être sont formulées. Alors, quel lien avec la DPEF? Eh bien, en fait, quand on regarde le contenu de ces raisons d'être, des mots reviennent souvent, les sujets, bien évidemment, d'impact sociétal, de contribution à une production ou une consommation durable, et puis, très fréquemment, la neutralité carbone, ou en tout cas le défi climatique, et pour certains même, l'inscription dans leur raison d'être des objectifs de développement durable de l'ONU, par exemple, pour montrer qu'ils s'insèrent dans cette vision-là. Donc, on vous laissera découvrir, bien sûr, ces raisons d'être. L'objet de notre présentation aujourd'hui n'est pas de faire une analyse détaillée des raisons d'être, mais quand même, vous voyez le chiffre, 35% des entreprises ont clairement défini une raison d'être. On n'a pas pris dans ce chiffre les entreprises qui ont quelque chose de très proche, mais qu'ils ont préféré appeler mission, ambition, vision, pour respecter bien sûr leur choix de ne pas utiliser ce terme raison d'être. Et puis non plus, on n'a pas pris dans ce chiffre les entreprises pour lesquelles le dirigeant va évoquer dans un texte, dans une interview, la raison d'être de son entreprise, mais sans que ce soit formalisé clairement sur le site internet ou dans les rapports annuels. Enfin, un point clé, vous voyez, 9 entreprises sont allées un peu plus loin et, en appliquant la loi Pacte, ont intégré dans leur statut cette raison d'être. Donc, sont allées un peu plus loin. Un quart de celles qui ont formulé une raison d'être sont allées jusqu'à ce stade de changer leur statut. Et puis, pour montrer cette dynamique, elle continue et va continuer certainement en 2020, puisque on a identifié dans notre panel de 100 entreprises 9 sociétés supplémentaires qui ont décidé de le mettre à l'ordre du jour pour l'année 2020 ou les mois qui viennent. Voilà. Et puis, dernier point, vous savez que la loi Pacte a un statut d'entreprise à mission. Une seule société de notre panel, en l'occurrence Danone, a choisi de devenir société à mission. Très bien. Bonjour à tous. Donc je poursuis sur la section qui concerne les stratégies ou les démarches RSE des entreprises, ainsi que les objectifs qui sont associés à ces stratégies. Alors c'est une section qui est fondamentale parce que les entreprises, vous devez expliquer comment finalement les entreprises vont contribuer à la transition vers une économie sobre et responsable. Donc, on est dans la projection, la dimension prospective est importante dans le reporting extra-financier, ce qui est une différence notable par rapport au reporting financier et à l'URD qui finalement est assez rétrospectif. Et si le reporting extra-financier est standardisé, il est probable que cette dimension forward-looking soit prise en compte et pourrait même influer sur le reporting financier à terme. Alors, si l'on en vient aux chiffres, donc en matière de stratégie, de démarche ou de feuille de route RSE,
on a identifié donc, sur le panel de 100 entreprises, 75 entreprises qui ont présenté une démarche ou une feuille de route qui est à la fois pluriannuelle, multithématique et avec des objectifs quantifiés et datés. Donc, ces 4 critères ont été pris en compte pour considérer que l'entreprise avait une démarche RSE. Donc, c'est le cas, par exemple, de la stratégie de L'Oréal, Sharing Beauty with All, ou de LVMH avec le programme LIFE. On a essayé de prendre un peu de recul historique en regardant les chiffres d'il y a 4 ans, et on s'aperçoit qu'à l'époque, avec les mêmes critères, seulement 41% du panel du SBF 120 retenu avait une démarche définie comme je viens de le faire, contre 75 aujourd'hui. Donc on est bien sur un quasi-doublement des démarches. Alors ensuite, quand on compare cela avec le reste des pays européens, donc des entreprises dans les autres pays, c'est une autre étude qui a été conduite parallèlement, on s'aperçoit que le chiffre est de 60%, donc l'équivalent des 75% pour la France et de 60% dans d'autres pays européens. C'est un panel dans 11 pays européens sur 156 entreprises cotées. Donc là, évidemment, on ne parle que des entreprises cotées, donc les plus grosses entreprises. Donc la France est un peu en avance à travers ce chiffre. Alors, en termes d'horizon, sans surprise, ces plans, ces stratégies sont en général évoquées à 3 ou 5 ans, avec sur le sujet carbone, climat, souvent un horizon plus lointain à 2030. On peut noter également que 18 entreprises ont des feuilles de route qui arrivent à échéance en 2020, donc elles vont arriver cette année à leur échéance, et donc elles seront probablement, ou elles sont déjà en cours de révision. Et parmi les 75 qu'on a identifiés, 26 ont été présentés comme clairement intégrés à la stratégie d'entreprise. C'est le cas par exemple de Act for Good au sein de Carrefour 2022. Donc voilà, il y a encore peut-être un petit peu de marge de progrès sur l'intégration complète à la stratégie d'entreprise. Je vais passer à la slide suivante qui porte plus spécifiquement sur les objectifs. Donc, concernant les objectifs, sur les 100 entreprises, 84, on présente au moins un objectif quantitatif. Et donc, la différence entre 84 et 75, ce sont des entreprises qui n'en ont qu'un, en fait, qu'un objectif. Donc, d'où le chiffre de 75 dans la page précédente. Alors, quels sont les thèmes les plus traités? Alors, sans surprise à nouveau, le climat arrive en tête avec 75 objectifs de réduction des émissions, alors soit en valeur absolue, soit en valeur relative. On a vu apparaître des objectifs de neutralité carbone sur cette année notamment, même si le mouvement avait démarré auparavant. Et sinon, les objectifs portent aussi sur la part, le recours aux énergies renouvelables, la part des énergies renouvelables. Autre objectif, deuxième objectif fréquemment rencontré, c'est la parité, l'égalité hommes-femmes. Donc 47 entreprises sur les 100 ont un objectif sur ce sujet. Et sachant que notre méthode de comptabilisation a exclu le sujet des obligations de parité dans les instances de gouvernance. Donc, on a retenu que les entreprises dans les 47, ce sont les entreprises qui ont des objectifs qui vont au-delà des instances de gouvernance. Troisième sujet qui arrive, c'est la santé-sécurité au travail, avec 33 entreprises sur les 100 qui ont un objectif sur ce thème. Quand on ramène ce thème au secteur industriel, on a un pourcentage de 58% des entreprises. Voilà, donc il augmente évidemment, c'est un sujet plus prégnant dans le secteur industriel. Dernier sujet qui nous a paru intéressant, c'est les objectifs sur l'impact environnemental des produits. 27 entreprises sur les 100 ont un objectif là-dessus. Une fois de plus, quand on le compare au panel uniquement des entreprises du secteur de B2C, on est à 38%, donc c'est plutôt supérieur. Ce qui veut dire quand même que les entreprises françaises commencent déjà à préparer un petit peu la future réglementation sur la taxonomie verte, sur la part du chiffre d'affaires vert avec ses premiers indicateurs.
On peut passer à la slide suivante, avec un zoom peut-être sur le climat. Donc, c'est le principal sujet abordé par les entreprises et je pense que tout le monde a compris qu'il va falloir, dans le monde de demain, conjuguer production et décarbonation. Donc, c'est encore plus vrai dans l'industrie. On s'aperçoit que dans les secteurs oil and gas, energy utilities, aéronautique et défense et immobilier, toutes les entreprises dans ces secteurs ont formulé des objectifs quantitatifs relatifs à la réduction des GES. Alors, ces objectifs sont, comme je disais tout à l'heure, souvent à moyen terme. Donc, 56% des entreprises ont des objectifs sur ce sujet à moyen terme, c'est-à-dire souvent à 2025 ou à 2030. Alors, cette prise en compte du temps long est quand même un peu nouvelle. Si on revient ne serait-ce que 2 ans en arrière, je n'ai pas le souvenir, je crois que c'était il y a 2 ans, en 2018, que les premières stratégies commençaient à apparaître à horizon 2030. Là, aujourd'hui, on en a la moitié qui ont des objectifs au moins à 10 ans, ou à 10 ans. Et donc, c'est plutôt un signe encourageant, parce que ça veut dire que les entreprises et l'économie commencent à raisonner un peu plus à long terme que le court-termisme classique que les actionnaires attendent. Alors, je parle également des objectifs de neutralité qui sont multipliés cette année. Alors là, on a capturé ceux qui étaient dans les DPEF, mais il y a d'autres sont survenus après les publications. Donc, c'est un chiffre qui est minoré. Et donc, cet objectif de neutralité est quand même pris principalement sous la pression des agences de notation et notamment du CDP. Ces objectifs sont souvent à long terme, probablement parce que le long terme est perçu comme moins engageant. Mais on n'est pas sûr que l'impact économique de cet engagement a été sérieusement étudié. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir si la Commission européenne, quand elle a pris son engagement de neutralité, a également c'est un engagement plus politique que réellement étudié économiquement en profondeur, je pense. Alors, donc, la bonne nouvelle, c'est que ces objectifs de neutralité à long terme sont également associés à des objectifs à court terme. Donc, on a l'exemple de Danone, par exemple, qui a évidemment un objectif de neutralité à 2050, mais qui associe ça à un objectif de moins 50% en intensité carbone sur ses scopes 1 à 3 et de moins 30% en valeur absolue sur les scopes 1 à 2 à l'échéance 2030. Donc voilà, ça c'est assez complémentaire d'avoir un objectif long terme neutralité et des objectifs court terme de réduction. Un éclairage européen, toutes les entreprises européennes ont également le climat comme enjeu prioritaire avec donc des objectifs dessus. Ils subissent exactement les mêmes contraintes et les mêmes pressions que vous à travers le CDP. Et donc là, on est très homogène par rapport à l'Europe. En synthèse, peut-être sur ces sujets de stratégie, d'objectifs, ce que je voudrais dire, c'est on rentre vraiment dans une période de pilotage de la création de valeur grâce à des produits plus durables que la moyenne du marché. Donc, création de valeur, c'est-à-dire qu'il va falloir étudier les impacts en termes de cash flow que tous ces plans d'action nécessitent. On est donc de plus en plus dans la mesure à la fois des impacts environnementaux et sociaux, ça, les reportings le font déjà très bien, mais également des impacts financiers de ces engagements et de ces actions. Donc, c'est ça qui va être mesuré dans les années qui viennent. Julien, je te repasse la parole. Merci. Alors, autre question que vous posez, qu'on s'est posée dans cette étude, comment les entreprises ont recours aux grands référentiels internationaux en matière de développement durable.
j'ai envie de dire que c'est pas ce qui manque. Il y en a un certain nombre. Certains s'imposent plus que d'autres. Et donc, on a voulu prendre la photo sur où on en est, et notamment d'un point de vue de ces 100 entreprises françaises, comment elles utilisent et ont recours à ces grands référentiels. Le slide, s'il te plaît, Lucie, parfait. Donc, le premier qu'on a regardé et qui sort comme un cadre, alors référentiel au sens large de la définition de référentiel, guide, initiative. Le premier qui s'impose et qui devient absolument incontournable est clairement les objectifs de développement durable de l'ONU, ou SDGs en anglais, qui est en précisé, présenté dans 80% des cas. Donc c'est un plébiscite assez fort. Alors cependant, il y a des approches très différentes, plus ou moins intégrées de ces ODD dans les stratégies RSE des entreprises. On va dire qu'on va de l'exercice de style, c'est-à-dire on fait des liens, on parle des ODD à un moment, on met en relation la politique RSE avec quelques ODD. Soit on va un peu plus loin, on utilise ces ODD comme clé d'entrée pour réfléchir sur les grands enjeux et notamment établir la matrice de matérialité. Il y en a qui présentent des matrices de matérialité des ODD, par exemple. Ou plus loin, en présentant, et c'est le cas de 38 entreprises parmi ces 80, qui utilisent les ODD pour présenter leurs impacts avec des éléments plus quantitatifs sur leur contribution à chacun des ODD qu'ils ont considérés comme majeurs. Donc, incontournable, certainement les ODD. Comment on y fait référence? Ça reste encore la question et c'est intéressant de continuer à suivre ces tendances. Le deuxième point qui est une évidence aussi, c'est que la TCFD s'impose comme le cadre de reporting des informations sur le climat, qui vont bien sûr au-delà dans les lignes directrices de la TCFD des simples indicateurs des émissions de gaz à effet de serre. Donc je ne vais pas re-rentrer dans ces guidelines précises. Cependant, elles sont assez denses du coup, assez riches. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'une entreprise est parfaitement alignée, ça n'existe pas vraiment, mais en revanche, beaucoup d'entreprises souhaitent cet alignement ou s'inscrivent dans cet alignement ou l'affirment. Et là, on en a trouvé par exemple 34 qui vont assez loin dans l'application détaillée et stricte de la TCFD, avec bien sûr certainement encore pour certaines des marges de progrès. On peut signaler d'ailleurs quelques bonnes pratiques. Certaines entreprises publient des rapports TCFD spécifiques, parfois assez denses. C'est le cas l'an dernier déjà de Société Générale et cette année BNP Paribas qui ont fait toutes deux des rapports spécifiques. Il y a très souvent sur la TCFD, à minima, des tableaux de correspondance qui renvoient entre la grille de lecture de la TCFD aux différentes parties de la DPEF. Donc TCFD incontournable et qui va continuer à l'être visiblement. 46 entreprises ont une table de concordance avec la GRI. Et donc, je crois que c'est un référentiel sur lequel on se questionne dans son évolution, son avenir. Donc, on n'a pas de réponse dans cette étude, mais vous verrez qu'on partage quelques éléments de conviction, et notamment que la GRI, qui a été un cadre très utile peut-être pour structurer les premiers rapports RSE ou les premières démarches, finalement, aujourd'hui, est questionné dans son modèle et dans son évolution, notamment avec les dispositifs et les initiatives de standardisation au niveau international ou au niveau européen. 46 entreprises, donc à peu près 1 sur 2, ont quand même un tableau de correspondance avec la GRI, et les autres y font très fréquemment référence, donc ça reste le cadre clé auquel les entreprises se réfèrent. Enfin, le nouveau en Europe, c'est le SASB, Sustainability Accounting Standards Board. Vous savez que SASB a été soutenu, encouragé par un certain nombre de grands investisseurs, notamment américains,
Et donc son implantation quelque part en Europe et plus particulièrement en France est à suivre également. Deux seulement entreprises publient un tableau de correspondance et publient avec les indicateurs spécifiques pour leur secteur de SASB, puisque l'approche spécifique de SASB, c'est d'avoir des indicateurs spécifiques pour chacun de plus de 70 secteurs. Donc, deux seulement le font. Est-ce que c'est l'émergence d'une tendance ou est-ce que ça montre que SASB est marginalisé en Europe? On verra l'année prochaine avec l'évolution de cet indicateur. Mais c'est de fait un standard à suivre puisque supporté par un certain nombre d'acteurs internationaux. Très bien. On peut passer sur les indicateurs clés de performance qui, évidemment, reflètent les objectifs que j'ai évoqués précédemment. Commençons par l'environnement. On a la quasi-totalité des entreprises qui ont des indicateurs sur le scope 1 et le scope 2 dans le domaine des gaz à effet de serre, donc également sur les consommations d'énergie. On s'aperçoit sans surprise que le scope 3 est évidemment plus difficile et moins complet, malgré les obligations qu'on a en France d'estimation des principaux postes. On s'aperçoit qu'il y a encore un certain nombre d'entreprises qui ne publient pas ces estimations des principaux postes. On est souvent plutôt sur les sujets transport notamment des collaborateurs. Mais le carbone, évidemment, le domaine, la thématique qui génère les indicateurs les plus avancés. À l'inverse, sur les produits responsables, les indicateurs sont des indicateurs environnementaux, d'impact environnemental des produits. On est à moins de la moitié des entreprises qui en ont développé et le contenu de ces indicateurs est assez hétérogène. Ça peut être des pourcentages de produits éco-conçus, des pourcentages de produits ayant fait l'objet d'une analyse de cycle de vie, des produits labellisés ou certifiés, des produits générant des émissions évitées. Donc, chaque secteur et chaque entreprise a ses propres logiques en termes d'indicateurs d'impact environnemental des produits. Voilà, ça souligne simplement le fait que si la taxonomie européenne doit s'appliquer pour les émetteurs, il y a encore un petit peu de travail d'harmonisation à faire. Il faut aussi se rappeler que historiquement, c'est seulement en 2018 que la directive a été appliquée en France et la directive a apporté cette approche des impacts sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ce qui veut dire qu'auparavant, les entreprises françaises raisonnaient exclusivement sur leur périmètre de contrôle. Et donc, c'est la directive qui a amené cette réflexion sur la chaîne de valeur et les analyses de cycle de vie. Donc, en 2 ans, finalement, on peut voir la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, mais on considère qu'on a fait beaucoup de progrès dans l'appréhension des impacts sur la chaîne de valeur. Sur le social, alors là, on est un peu comme sur le carbone, sur des KPI qui sont assez communs à toutes les entreprises, quels que soient les secteurs. Ce qui diffère, en fait, ce sont les méthodes de calcul précises qui, du coup, rendent les comparaisons parfois difficiles. Typiquement, y compris sur une thématique comme la sécurité et la santé au travail, on a 97 entreprises qui publient sur les accidents du travail des indicateurs, mais la majorité publie le taux de fréquence, mais on a encore des entreprises, une dizaine sur les 97, qui publient que le nombre d'accidents du travail. Donc, ça ne rend pas toujours les informations comparables. Sur la parité homme-femme, l'indicateur fréquent est la part des femmes dans le management, et donc 93% des entreprises, donc 93 sur 100 entreprises ont publié cet indicateur, mais avec finalement des écarts dans les définitions de ce qu'est le management, à partir de combien de personnes, combien de cadres on considère qu'on est dans le management. Donc du coup, les chiffres ne sont pas comparables. C'est la même chose sur le turnover, avec 69 entreprises qui ont publié le chiffre du turnover. Mais là, on a aussi un problème de définition à la fois du numérateur et du dénominateur. Comment sont définis les départs? Qu'est-ce qu'on prend en compte?
et à quelle population on les rapporte. Est-ce qu'on rapporte ces départs à l'ensemble des CDI ou également avec les CDD? Enfin, il y a plusieurs méthodes de calcul qui font que les chiffres ne sont pas comparables. Bref, en tout cas, le message, c'est quand même globalement sur le social, une standardisation pour l'ensemble des secteurs semble accessible. Julien, je te laisse avancer sur les… Merci. Alors, c'est vrai que la question qui se pose, c'est une fois qu'on a tous ces indicateurs, c'est cette performance qui est évaluée, est-ce qu'elle joue sur les objectifs du dirigeant principal, à minima, et est-ce qu'elle joue sur sa rémunération? C'est aussi le sujet qu'on a regardé, parce qu'effectivement, on voit une tendance très forte à l'intégration dans les critères et les objectifs qualitatifs et parfois même quantitatifs du principal dirigeant, l'arrivée de ces sujets extra-financiers. C'est très net, vous le voyez sur le chiffre qui est présenté sur le slide, 79%, on avait des éléments qui dataient de 4 ans qui montraient plutôt un chiffre à 40%, donc c'est une pratique qui se généralise. Visiblement sous l'impulsion d'investisseurs notamment qui demandent de plus en plus ce critère-là, tout comme d'ailleurs le sujet du climat, hein, qui est une vraie préoccupation de certains grands investisseurs. Donc les entreprises sont mobilisées là-dessus. Alors la question c'est comment ces indicateurs sont pris en compte dans les objectifs des dirigeants et dans la part variable notamment. Eh bien, on s'aperçoit que certains ont quand même, et donc ils sont 52, à avoir des indicateurs quantitatifs, des éléments quantitatifs. Et les sujets qui reviennent souvent sont les accidents du travail. C'est un sujet pas récent, on va dire, notamment dans le secteur industriel. L'égalité homme-femme, qui est très fréquemment présentée également. Le carbone, la lutte contre le changement climatique, qui est un sujet de plus en plus intégré dans ces objectifs, et puis parfois des objectifs liés à la présence ou non dans certains ratings, notamment pour certains des DJSI ou d'autres ratings de ce type, qui présentent une vision globale finalement et de la performance RSE de l'entreprise. 20 ont quand même des objectifs purement qualitatifs, donc déployer la politique climat, mettre en place ceci ou cela, formaliser une raison d'être. Bon, ce sont des objectifs, mais de moyens, de feuilles de route qui nous paraissent un peu moins exigeants, mais qui sont quand même présents. On a aussi regardé le poids finalement de cette performance extra-financière dans les critères de rémunération variable des dirigeants. Et là, vous voyez que finalement, c'est très souvent quand même entre 10 et 25%, puisque 31 sociétés sont dans cet échelon-là à peu près. Ces chiffres sont toujours difficiles à évaluer, puisque d'abord, les informations sont plus ou moins détaillées selon les entreprises. Certaines jouent le jeu d'un détail assez précis. D'autres mixent finalement ces sujets RSE avec des enjeux RH, talent, etc. Et donc, on ne mesure pas le sujet spécifique de la RSE dans la part variable. Mais voilà, avec cette limite, ce sont des ordres de grandeur de ce que le non-financier pèse dans les objectifs des dirigeants. Et vu cette évolution et ce poids, on peut se dire qu'il y a une recherche d'alignement quand même assez fort avec les grands engagements qui ont été présentés ici avant. Et puis, en revanche, là où on émet encore un peu des doutes, et il y a une petite déconnexion, c'est avec les indicateurs de performance de l'entreprise, parce que c'est rarement associé en lien avec les indicateurs de performance de l'entreprise qui ont été cités précédemment. Donc peut-être des marges d'évolution et d'amélioration sur ce champ-là. Pour finir, on va parler de la vérification. C'est l'exception française, même s'il y a des obligations qui ont été apportées en Espagne et en Italie notamment, mais en fait la France se distingue des autres pays européens parce que nous avons mis en place, les pouvoirs publics ont mis en place cette obligation de vérification depuis
2013. Et donc c'est vraiment une exception française et on pense qu'il est temps effectivement de limiter les distorsions de concurrence entre entreprises en Europe en ayant une harmonisation de ces obligations de vérification. Alors, on va commencer par le sujet des réserves. Donc peut-être un petit rappel méthodologique. Donc les réserves couvrent soit des non-conformités à la loi, ce qui n'a pas été le cas cette année ni l'année dernière, soit, donc c'est le cas à chaque fois qu'il y a des réserves, soit lorsqu'une information sur un sujet donné, donc soit une politique, son déploiement ou la performance à travers l'indicateur, n'est pas fiable. Donc c'est les seuls cas où on a des réserves. Et donc, comme l'an dernier, on a très peu le nombre de réserves est très limité. Je ne pense pas qu'il faut s'attarder sur le nombre. Il faut retenir que c'est limité, ce qui témoigne plutôt du sérieux du travail de reporting qui est accompli par les entreprises françaises. Lorsqu'il y a des réserves, elles concernent soit des problèmes de périmètre, soit des problèmes de traçabilité. Et dans ces deux cas-là, on pense qu'un standard européen permettrait de résoudre ces dernières petites difficultés. Alors par contre, quand on raisonne, là on a un échantillon sur les 100 entreprises cotées les plus importantes en France. Donc, évidemment, quand on élargit ça aux entreprises plus petites ou non cotées, on commence à avoir un nombre de réserves qui augmente. Donc cette conclusion ne vaut que pour le SBF 120. Si on passe sur les commentaires, donc les commentaires ne remettent pas en cause la conclusion sur la fiabilité des informations, mais ils visent à attirer l'attention du lecteur sur un élément particulier. 50 commentaires ont été formulés cette année pour 30% des entreprises. L'an dernier, on avait 40% des entreprises. Bon, c'est une évolution qui me paraît marginale. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une tendance à en tirer d'amélioration par rapport à l'an dernier. Là encore, les problèmes soulevés sont souvent des problèmes de périmètre, de définition ou de déploiement de politique. Et là encore, un standard permettrait de régler certains problèmes. Et dernière remarque, on a un quart des entreprises, donc 26%. La slide suivante. Voilà, on a un quart des entreprises qui vont au-delà des obligations de vérification légales en sollicitant des vérifications sur des sujets connexes, alors dans le cadre de green bonds ou de financement vert, de déploiement de feuilles de route. Donc voilà, c'était juste pour donner un éclairage. On pense qu'avant d'aller trop loin dans la fiabilité, et notamment aller vers de l'assurance raisonnable, l'harmonisation européenne sur des pratiques de vérification et un niveau de fiabilité homogène est une priorité. Et donc, c'est probablement à ça que pourrait servir le standard. Si je prends juste une minute pour essayer de tirer 3 idées clés de tout ce travail, je pense qu'il faut souligner le bon niveau de reporting des entreprises cotées françaises. Donc ça, c'est indéniable quand on compare aux autres pays européens, et je ne parle même pas des autres plaques géographiques mondiales, la France est très sérieuse sur le reporting. Deuxième idée, l'intégration au business a quand même, des stratégies RSE, a quand même beaucoup progressé, puisqu'il y a 4 ans, on était à 40% et on est autour de 75% aujourd'hui. Si on prend les deux critères que sont à la fois les feuilles de route et les stratégies avec des objectifs quantifiés et les critères de rémunération que Julien vient d'évoquer. Donc sur ces deux critères qui sont à notre sens des bons critères des clignotants de l'intégration dans le business, on était sur les deux cas à 40% il y a 4 ans et on est autour de 75 ou 80% cette année. Donc on voit que ça a doublé et donc en 2 ans, je trouve que on peut se féliciter du progrès réalisé par les entreprises françaises. Et dernière idée, c'est probablement, on arrive effectivement à un moment où un standard probablement européen pourrait rendre plus comparables les données et il pourra également servir au déploiement du programme de finances durables de la Commission européenne sur la taxonomie, le règlement disclosure, etc. Peut-être même sur des futures taxations à l'importation des produits en Europe. Voilà un peu les 3 idées. Je ne sais pas si Julien, tu veux compléter.
Oui, merci. D'abord, on partage bien cette vision et ces 3 points que tu soulignes. C'est une évidence. Derrière la question de la standardisation, il y a aussi quelle standardisation? On a beaucoup travaillé ces derniers temps et il y a beaucoup d'initiatives qui focalisent sur quels indicateurs ESG, qu'est-ce qu'il faut. Et effectivement, il y a certainement un travail d'amélioration parce que on a eu tendance à aller dans la quantité plutôt que dans la qualité et qu'il y a peut-être un travail de recentrage sur les informations ESG qui comptent. C'est l'objet au niveau international de l'initiative que je vous invite à suivre de IBC, International Business Council, du World Economic Forum, auquel nos cabinets ont participé pour mettre sur la table finalement ce que pourraient être des core ESG metrics. Et donc, je vous encourage à suivre cette initiative qui a le mérite de poser ce sujet-là. Mais pour moi, et je crois que Eric me rejoint là-dessus, et cette étude le montre, si on veut, et si c'est un objectif bien évidemment, mais je crois que les investisseurs l'attendent, si on veut pouvoir comparer la performance des entreprises, eh bien, il y a besoin de normer, normaliser, standardiser, au-delà de la typologie d'information, la manière dont on reporte. La question n'est pas vraiment, à mon sens aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit reporter? Il y a 15 ans de pratique au moins de vos entreprises, mais plutôt comment on le reporte d'une manière commune, peut-être dans un premier temps au niveau européen, puis au niveau international certainement, où il y a des réflexions. Voilà, on supporte ces 2 dimensions-là qui ne sont pas l'une en contradiction avec l'autre. Il y a une dynamique européenne qui est très positive pour essayer d'aller dans ce sens des conclusions qu'on vient d'évoquer. Et puis, il y a effectivement aussi un mouvement au niveau international qu'on a de notre côté essayé d'accompagner pour que les grands référentiels déjà existants unissent leurs efforts pour proposer un cadre unique et homogène et cohérent. Voilà un peu les grands points et les grandes tendances qu'il faudra suivre, à mon sens, ces prochains mois. Merci beaucoup Julien et Eric pour la présentation du bilan. Vous retrouverez le bilan dans la journée sur nos sites internet et il vous sera également envoyé par mail. Je donne tout de suite la parole à Karine Leroux. Karine, votre son est coupé. Je le rétablis. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Merci. Eh bien, d'abord, merci Eric, merci Julien d'avoir mené cette étude à nouveau avec autant de précision et de détails, d'avoir fait cette synthèse aujourd'hui. Alors, je ne vais pas revenir sur votre étude. Nous partageons au MEDEF évidemment les conclusions de votre étude, mais peut-être en tirer un enseignement positif, c'est effectivement le niveau de maturité des entreprises françaises sur ce qu'est ce reporting RSE. Nous nous souvenons tous que la France avait ouvert la voie de ce reporting sur les sujets environnementaux et sociaux, et on voit que petit à petit, au fil des années, c'est rentré dans la culture des entreprises françaises et des managers des entreprises françaises que de s'interroger sur le reporting RSE et que de réaliser un reporting RSE de façon fiable. Effectivement, l'obligation d'audit que la France a mise en place conforte la fiabilité des données que les entreprises françaises publient et on voit que les reportings des entreprises françaises sont très riches, très détaillés, très précis, très fiables, ce qui en fait des données facilement utilisables par les différentes parties prenantes. Vous nous avez cité également des pratiques exemplaires dans les grandes entreprises que vous avez étudiées. Il faut aussi souligner et mettre en avant des pratiques exemplaires à la fois de reporting mais aussi de réalisation d'actions responsables dans le tissu des PME en France. C'est important de le rappeler. Alors, toutes ces bonnes nouvelles pourraient présenter le risque de nous inviter à nous endormir sous nos lauriers. 2 pièges, en effet, peuvent se dresser devant nous. Le premier piège, c'est la perte de sens dans une inflation trop importante de reporting réglementaire et autres d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas que le reporting réglementaire, qui pourrait faire confondre la maturité du reporting et la maturité des pratiques RSE.
Puis le deuxième piège, en tout cas en France, ce serait certainement de se faire dépasser, doubler par des initiatives qui sont parties beaucoup plus tard, que vous avez évoquées pour certaines, mais qui décident vite et qui proposent des solutions qui sont pragmatiques et très agiles. Alors le premier risque, c'est effectivement la perte de sens. Quand on publie énormément de données à la mesure de ce que font les entreprises françaises, il est intéressant pour chacune d'elles de se demander à quoi sert chacune des données qu'elles publient. Et en interne, quelle est l'utilité interne de chacun des indicateurs qu'on publie. De même, renvoyer cet exercice à ses parties prenantes est intéressant aussi, et j'invite les entreprises à échanger avec leurs parties prenantes, en particulier avec leurs investisseurs, sur la façon dont chacune des données est utilisée par eux, lorsque ces données ont mis tant de temps, puisque les process de collecte sont solides, sont contrôlés, sont audités, tout cela représente un coût financier pour les entreprises. Comment ce coût peut-il être valorisé par les parties prenantes des entreprises en externe? Ces deux questions, elles sont intéressantes parce que ça permet de tailler son reporting au juste nécessaire, au juste utile, à la fois pour les dirigeants qui doivent prendre des décisions et aussi pour les parties prenantes qui, elles aussi, prennent d'autres types de décisions, investir, acheter les produits, engager des partenariats. Et ça permet aussi de répondre au second risque que j'évoquais, c'est celui de se faire doubler, entre guillemets, par des initiatives un peu plus agiles. Ça n'est donc pas inintéressant de se poser la question du sens de ces données. À quoi servent toutes ces données? Et ça ouvre le débat sur la révision actuelle de la directive européenne qui est en cours et qui, vous savez, s'inspire un peu, quand même beaucoup, de la vision française de la RSE. Donc nous pouvons nous en réjouir. Alors, quelle est la position des entreprises du MEDEF sur cette révision de la directive qui est en cours? Le MEDEF partage, d'un point de vue global, le constat qui est le constat qui est fait par la Commission européenne, qui est que la NFRD finalement ne remplit que très partiellement l'objectif d'améliorer la comparabilité, la lisibilité de l'information extra-financière pour les utilisateurs et notamment pour les investisseurs. Mais il faut rappeler que les entreprises, les émetteurs, produisent une quantité énorme d'informations. Il y a tout d'abord les informations qui sont produites dans le cadre réglementaire. Alors, il y a la loi transposée de la NFRD en France, mais il n'y a pas que cette obligation réglementaire qui concerne des pratiques RSE. Il y a aussi la loi Sapin, il y a aussi la loi sur le devoir de vigilance en France. Il y a d'autres lois à l'étranger qui rajoutent à chaque fois de l'obligation réglementaire. Et puis, il y a aussi cette masse de questionnaires auxquels répondent les entreprises avec des prismes différents selon qu'on est un client grand compte, selon qu'on est un investisseur, selon qu'on est un pool d'investisseurs. On arrive parfois à des situations où une entreprise est à la fois sollicitée individuellement par un investisseur et puis par ce même investisseur par le biais d'un collectif avec d'autres questions. Donc cette masse d'informations, il conviendrait très certainement de la rationaliser et le MEDEF peut proposer 3 leviers pour augmenter, améliorer la comparabilité des reportings, leur lisibilité aussi. Le premier levier, ce serait de renforcer, et vous l'avez évoqué, l'alignement des obligations entre les pays déjà européens et puis également de renforcer l'obligation de vérification. L'obligation de vérification des informations extra-financières, vous l'avez souligné, la France a un leadership là-dessus. Dans les autres pays, ces informations extra-financières ne sont pas toujours vérifiées, sont rarement vérifiées. Si bien que des données d'entreprises françaises se retrouvent mises sur le même plan que des données d'entreprises européennes, pour ne parler que d'elles, qui, elles, ne sont pas vérifiées et qui sont donc du déclaratif.
Il y a donc vraiment nécessité de remettre cette obligation d'audit à un même niveau dans tous les pays européens pour deux raisons. Déjà, dans l'intérêt de chaque entreprise, si on raisonne à l'échelle européenne, on a tout intérêt d'avoir des entreprises qui sont performantes. Or, comment peut-on prendre, quand on est dirigeant, des décisions sur des informations qui ne sont peut-être pas fiables? Donc, dans l'intérêt des entreprises, je pense que cet argument peut être mis en avant, il faut que les dirigeants disposent de données fiables. Et il faut aussi que leurs parties prenantes, qui, elles, prennent des décisions d'investissement, par exemple, puissent aussi prendre des décisions sur la base de données fiables. Donc, l'obligation d'un reporting identique dans tous les pays pourra faciliter les décisions des dirigeants et faciliter les décisions de leurs parties prenantes. Il y a déjà ce premier point. Ensuite, le MEDEF est favorable à une harmonisation de la publication dans les rapports de gestion. Pourquoi? Parce que publier dans un rapport de gestion garantit l'engagement des dirigeants des entreprises en matière de pratiques RSE. Et c'est un gage, du coup, certainement de plus grande solidité des entreprises, puisque la RSE, certes, c'est du reporting, mais c'est surtout une façon d'anticiper, de prévoir, de prévenir les risques, de les identifier, de saisir aussi les opportunités. C'est un outil formidable pour piloter son entreprise. Donc, la prise en compte de ces éléments RSE dans les rapports de gestion, engageant les dirigeants des entreprises, va les accompagner, va les aider à améliorer, faciliter le pilotage de leur entreprise. Le deuxième levier que le MEDEF propose pour rendre ces reportings plus lisibles, c'est, comme vous l'avez évoqué, d'inscrire ces reportings dans un cadre réglementaire qui serait unique et cohérent, mais pas seulement pour les émetteurs, pour l'ensemble des acteurs économiques. Pour l'instant, les entreprises sont soumises à un reporting qui dépend d'un cadre réglementaire et le secteur financier, lui, est soumis va être soumis à un cadre de reporting qui obéit à un autre dispositif réglementaire. Mettre en cohérence, à la fois dans le fond, mais aussi dans le temps, travailler de la même façon, au même moment, sur ces dispositifs réglementaires qui s'imposent à la fois aux émetteurs et aux investisseurs, permettrait d'assurer une cohérence des informations. Pourquoi? Lorsque des informations sont demandées aux investisseurs, les investisseurs s'adressent aux émetteurs pour récupérer ces informations. Travailler sur un cadre réglementaire cohérent, logique, c'est démontrer qu'on a bien compris que les entreprises de toute nature, financière ou autre, travaillent dans un seul et même écosystème économique. Donc il est indispensable que ce cadre réglementaire qu'il faut mettre en place à l'échelle européenne soit cohérent pour tous les acteurs de l'économie européenne. Le troisième levier qui peut permettre de rendre ces reportings comparables et lisibles, c'est d'avoir un standard commun de reporting, en tenant en compte qu'il faut que ce standard respecte plusieurs principes. Le premier principe serait de prendre en compte la spécificité des entreprises. Il y a un certain nombre d'informations qui sont des informations qui pourraient être communes à toutes les entreprises, des informations centrales, mais il faut aussi tenir compte des spécificités sectorielles. Vous avez parlé de SASB il y a quelques minutes. Effectivement, SASB se déploie à une vitesse phénoménale, très certainement parce qu'il a aussi cette approche sectorielle qui facilite la lisibilité par les parties prenantes externes et la comparabilité des informations des entreprises d'un même secteur. Donc, des informations communes, mais aussi une vision sectorielle. À quoi on pourra rajouter, bien évidemment, ce sera la liberté de chaque entreprise,
de pouvoir communiquer sur des informations complémentaires pour qu'elle puisse expliquer sa stratégie, sa vision et l'étayer avec des informations complémentaires aux informations qui seraient communes à toutes, sectorielles et ensuite spécifiques à l'entreprise. Ensuite, un deuxième principe pour imaginer ce standard de reporting à l'échelle européenne serait très certainement de prendre en compte les reportings existants et de ne pas partir de rien pour ne pas perdre du temps par rapport à ces initiatives comme celle de SASB que nous avons citée, qui elle est très rapide et se déploie très rapidement dans plusieurs entreprises parce qu'elle est agile et qu'elle est finalement assez simple à manipuler pour les entreprises. Donc, ne pas renier le passé, au contraire, tirer des bonnes leçons et prendre les atouts des dispositifs qui sont que nous connaissons maintenant et avec lesquels nous travaillons. Le troisième principe serait de prendre également en compte les contraintes des entreprises en termes de reporting et en particulier le coût de production des données. Deuxième point à prendre en compte également, la sensibilité d'un certain nombre d'informations. Et la sensibilité, ce point permet d'évoquer le fait que les entreprises européennes ne sont pas seulement entre elles, n'échangent pas des informations simplement entre elles. Les entreprises européennes sont dans le grand bain des échanges mondiaux. Donc, il ne faudrait pas fragiliser les entreprises européennes en leur demandant de dévoiler des éléments qui pourraient les mettre en difficulté sur le plan mondial. Il y a cette prise en compte, il y a cela à prendre en compte. Un quatrième principe serait également de ne pas nier et de considérer au contraire l'importance de l'information qualitative. Parce qu'il y a bien sûr un amour pour les KPIs, les chiffres, les audits, les courbes, les comparaisons, les camemberts, etc. Mais il y a surtout la capacité des dirigeants à expliquer leur stratégie dans leur reporting. Et c'est essentiel pour leurs parties prenantes. Donc, il conviendrait que cette initiative d'homogénéisation du reporting européen s'appuie également sur la nécessité de faire comprendre aux entreprises que les chiffres, les KPIs, sont là pour étayer la vision stratégique des entreprises et que cette vision doit s'exprimer de façon qualitative. Et puis, cinquième et dernier principe, ce serait de viser ce que j'ai un peu évoqué, une convergence à l'international. Je pense que Julien, tu l'as également souligné. Les entreprises françaises, même des PME, il n'y a pas que des grands groupes, jouent à l'international. Quand on joue à l'international, on est aussi soumis à des questionnaires qui arrivent de droite et de gauche et à des réglementations qui, lorsqu'on est opérateur dans un pays, s'appliquent. Du coup, prendre en compte les contraintes internationales qui s'imposent aux entreprises permettrait à nouveau de tailler le reporting au juste utile et au juste nécessaire. Enfin, un dernier point, un point qui concerne les seuils d'application de la directive actuelle. Nous avons compris qu'il y a des velléités d'étendre, d'abaisser le seuil à partir duquel les entreprises seraient tenues de reporting, de reporter, sachant qu'en parallèle, on sait aussi qu'il y a sur le plan européen la volonté d'augmenter la quantité d'informations à reporter. Il est important de rester vigilant sur le réalisme de ce que la loi pourrait imposer aux entreprises de petite taille. Le reporting a un coût. Si on veut qu'il soit fiable, c'est ce que nous souhaitons. Donc, à nouveau, attention à ne pas imposer à des entreprises de petite taille un poids de reporting qui serait démesuré par rapport à leur capacité et finalement
qui ne serait pas utile, ni pour les dirigeants de l'entreprise, parce qu'on leur imposerait des KPIs qui finalement ne leur permettent pas de piloter leur entreprise, ni de prévenir les risques sociétaux, environnementaux, sociaux auxquels elles doivent faire face, ni parce que les parties prenantes de ces entreprises ne valoriseraient pas cet effort qui serait fait par ces entreprises. Pour conclure, je nous invite collectivement vraiment à rester concentrés sur l'usage de ces informations RSE qu'on demande aux entreprises. Est-ce que c'est utile en interne et est-ce que c'est utile pour les parties prenantes? Et nous restons persuadés qu'en nous posant la question à chaque fois de l'utilité de ce qui est demandé aux entreprises pour elles-mêmes et pour leurs parties prenantes, alors les instances sauront décider et tailler au juste nécessaire ce nouveau dispositif européen de reporting extra-financier. Merci beaucoup Karine pour ce témoignage. Vous pouvez continuer à nous poser vos questions dans le chat et on les relaiera après l'intervention de Pierre-Emmanuel Belluche pour la DG Trésor qui va nous présenter les attentes des pouvoirs publics français vis-à-vis de la révision de la NFRD. Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez bien, mais plus essentiellement que vous m'entendez. Oui, très bien. Bon, très bien. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Je tiens à remercier le MEDEF pour cette invitation. Je vais partager avec vous ce matin la position ou la vision du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Je suis moi-même à la direction générale du Trésor, donc je m'occupe d'un bureau qui est en charge de finances durables au sens large, incluant les problématiques particulières de finances vertes, mais aussi tout ce qui touche à l'extra-financier, à la RSE qui est l'objet de la discussion de ce matin, les questions de droit des sociétés aussi qui ont été évoquées dans la présentation de Deloitte et d'Ernst & Young, et aussi de questions plus conventionnelles de comptabilité financière et d'audit. Donc, premièrement, je tiens à remercier Deloitte et Ernst & Young pour cette présentation à deux voix. Ces remontées sont très précieuses pour nous, pour les pouvoirs publics, pour les régulateurs. Je dirais en précisant qu'il s'agit là d'une matière qui est une combinaison d'initiatives volontaires du secteur privé depuis un certain nombre d'années et de réglementation. Et même quand on réglemente, même quand on légifère au niveau national, au niveau européen, les entreprises disposent encore d'une marge de manœuvre en termes d'implication, en termes de qualité de l'information qu'elles souhaitent donner. Donc pour nous, ces informations sont absolument essentielles. Je n'avais pas prévu de parler de raison d'être, mais je suis ravi que ça ait fait partie de votre présentation. Donc je rappelle très brièvement que la loi Pacte a quand même apporté des amendements au Code civil, donc c'est un texte qui est vieux de 200 ans, et dans ces dispositions a quand même tenté de redéfinir ce qu'était une entreprise, donc c'est assez fondamental. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit notamment le concept de raison d'être. Et je suis ravi de voir que les entreprises s'en emparent de manière croissante. Alors vous avez donné des chiffres, 35% des sociétés que vous avez étudiées se sont dotées d'une raison d'être. Ça me paraît très positif, un motif de satisfaction. Moins satisfaisant est le fait que seulement 9% du total est inscrit cette raison d'être dans les statuts. Donc là, il faudra s'interroger, nous le faisons, nous dialoguons avec les entreprises sur les raisons. S'agissant de l'extra-financier, en recentrant un peu plus sur le sujet de ce matin, je ne vais pas rappeler évidemment tous les éléments de votre présentation, mais je crois que vous avez donné beaucoup de chiffres qui sont très encourageants, qui sont très positifs. Une très large majorité aujourd'hui des entreprises se sont dotées d'une démarche RSE, une majorité encore plus large, quand elles le font, se dotent d'objectifs et qui sont des objectifs quantitatifs qu'on peut suivre, objectifs qui sont donnés aux dirigeants. Et qui sont pour la moitié des entreprises inclus dans la rémunération des dirigeants. Donc c'est pour nous un véhicule très puissant pour combattre le court-termisme dans les entreprises, quand il y en a. Toutes les entreprises n'ont pas ce défaut évidemment. Et je crois que vous avez dit à ce sujet quelque chose de très important et j'y suis très attaché. L'information financière conventionnelle, donc l'URD, le document de référence, le rapport annuel financier, etc., est assez rétrospectif par nature. Donc donne des informations financières sur le passé et nous donne une indication de est-ce qu'on a bien travaillé jusqu'à maintenant.
Finalement, le reporting ESG, extra-financier, nous donne davantage une information sur ce qui va se passer demain. Est-ce qu'on est outillé pour être résilient, pour traverser les cycles, etc. Donc c'est à ce titre plus forward-looking et on partage pleinement cet objectif. Peut-être un ou deux autres points qui m'ont paru assez essentiels. On est ravis et on est rassurés aussi de voir que les entreprises prennent à bras le corps la thématique climatique au sein de toutes les composantes de l'ESG, que sur certains sujets, là je parle plus de climat, les entreprises là encore vont plus vite que le droit. Je pense par exemple à la parité dans les postes, aux postes de direction ou de management, où vous savez bien qu'il y a un cadre juridique qui s'applique au conseil d'administration, mais qui ne s'applique pas de la même manière à ces instances. Et là encore, on voit que à peu près la moitié des entreprises se sont saisies d'elles-mêmes du sujet. Donc elles y trouvent un intérêt certain. Voilà, peut-être pour terminer sur ma réaction, j'avais vraiment envie de réagir à votre présentation qui est tout à fait inspirante. Effectivement, il y a également ensuite tout un nombre de challenges, d'enjeux que nous allons devoir surmonter. Je vais en parler dans un instant, mais parmi eux, la multitude de référentiels internationaux que vous avez cités, qui est à la fois une richesse, mais qui a, je dirais, les inconvénients et les avantages, quoi. Il faut s'en inspirer du côté du régulateur, parce que des choses tout à fait pertinentes ont été faites et continuent d'être développées, mais en même temps, il faut un moment qu'on ait de la cohérence dans tout ça. Donc, on en est tout à fait conscient, et cette cohérence, si elle pouvait être inspirée par l'Union européenne, ça serait pas mal non plus, plutôt que par l'extérieur. Voilà, je terminerai pour dire que je suis très sensible aux remarques qui ont été formulées par Karine Hilero du MEDEF, donc ensuite à votre présentation, mais je pense que les éléments de position dans le contexte de la révision de la directive que je vais exposer un peu plus tard feront largement justice aux commentaires et aux suggestions du MEDEF. Donc je vais passer à la présentation proprement dite. Alors je ne sais pas si... Merci, très bien. Alors ici, je voulais simplement, donc le sujet, c'est vraiment l'information extra-financière, rappeler ce qui, à mon sens, sont les objectifs de ces initiatives, même si ça a l'air évident. Il me semble que la donnée extra-financière est absolument capitale pour les entreprises parce que ça leur permet de mesurer les efforts qui sont faits dans les domaines ESG et de communiquer ces efforts avec l'ensemble des parties prenantes. Et en retour, les investisseurs, les actionnaires qui de plus en plus incorporent des critères ESG dans leur politique d'investissement, dans leur engagement actionnarial, ont cette information et peuvent choisir dans quelles entreprises ils vont investir et demander à ces entreprises de faire des efforts et d'accompagner encore davantage leur transformation. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Et le deuxième sujet, il me semble, et qui est plus particulièrement climatique, et le suivant, et vous l'avez mentionné dans votre présentation, on se dote d'objectifs internationaux qui sont très ambitieux. On a des objectifs dans le cadre de l'accord de Paris, qui sont des objectifs de température, et nous avons des objectifs de neutralité carbone au sein de l'Union européenne, donc la neutralité à horizon 2050. Alors, il ne suffit pas de se donner des objectifs. Il faut de la donnée, il faut savoir où on en est, et il faut que cette donnée, elle soit fiable. Pour qu'elle soit fiable, il faut des définitions. Et ça, c'est l'enjeu, au-delà de NFRD, c'est l'enjeu de la taxonomie européenne. C'est de dire demain, on sait exactement cocher la case activité soutenable ou activité non soutenable. Une fois qu'on a de la donnée, une fois qu'on a des définitions, on peut commencer à tracer un chemin vers des objectifs. Et c'est vraiment l'enjeu, c'est vraiment là qu'on est, à mon avis. Et le troisième enjeu, qui dépasse un petit peu le cadre de notre présentation de ce matin, c'est de créer, de développer des produits financiers qui permettent aux investisseurs qui souhaitent incorporer de l'ESG dans leurs investissements, de porter ces investissements au sein de produits qui respectent ces définitions et donc finalement de rediriger les flux d'investissement vers la transition écologique et d'ailleurs sociale et en matière de gouvernance. Voilà, donc cette introduction est en fait sur cette diapositive, donc vous voyez l'historique de la matière. Je ne vais pas vous faire un cours de droit sur les dernières années, mais je pense que ce qui est intéressant, et vous le connaissez, ce qui est intéressant sur cette diapositive, c'est de voir que d'une part, ce n'est pas une nouvelle matière, c'est une matière qui a une vingtaine d'années en France, en tout cas au niveau législatif, avec une première loi en 2001. C'est une matière qui est très évolutive, avec beaucoup de textes sur ces dernières années, j'y reviendrai.
une matière pour laquelle on peut se targuer côté français d'avoir inspiré le droit européen, puisque l'Europe ne s'en saisit au plan législatif seulement à partir de 2014 avec la directive NFRD. Et puis, c'est une matière qui s'adresse à la fois aux entreprises et aux institutions financières. Donc finalement, ces obligations de reporting, on va les demander aux entreprises qui, bien sûr, sont les producteurs de la donnée via leur activité économique, mais on va aussi demander aux institutions financières de nous donner de l'information. Ça, c'est à partir de 2015, le fameux article 173.6 en loi française, et qui est repris par le règlement Disclosure de 2019 au niveau européen. On va demander aux investisseurs de donner cette information, et en se disant finalement, puisqu'ils en ont tellement besoin, ils vont encore un peu plus inciter les entreprises à donner de l'information de qualité. Et ça va créer une espèce de cercle vertueux vers la production et l'exploitation de ces données. Voilà, donc je m'en tiens là pour la première diapositive. La seconde traite de l'état du droit. Je propose de ne pas vous la commenter. Vous connaissez l'état du droit et vous pouvez aller le lire assez facilement. Donc ça, c'est vraiment la DPEF, la déclaration de performance extra-financière, sa base juridique, et comme tout le monde le sait, c'est la transposition en droit français de la directive NFRD de 2014. Après, toutes les questions de seuil et de contenu, je pense que vous les avez bien en tête. Donc passons peut-être à la diapositive suivante, qui rentre plus directement dans la révision de la directive NFRD. Donc la révision, je l'ai rappelé, la directive NFRD date de 2014, nous sommes désormais en 2020. Elle a posé des bases qui étaient tout à fait nécessaires, mais qui ne sont pas suffisantes. Les pouvoirs publics français ont commandité un rapport en 2018, si je me rappelle bien, le rapport Cambourg sur l'information extra-financière, donc commandé au président de l'autorité des normes comptables, Patrick de Cambourg, qui a remis ce rapport en 2019 au ministre, et qui a très largement inspiré ce mouvement de révision de la directive NFRD, qui a été annoncée, révision, par le vice-président Valdis Dombrovskis en décembre 2019, donc à l'occasion du dévoilement du pacte vert européen, du Green Deal européen. Voilà, donc là on est dans cette fenêtre et nous avons un certain nombre d'enjeux, d'objectifs, d'éléments de position à faire valoir à l'occasion de cette révision, et c'est ce que je vais vous exposer dans un instant. Donc l'objectif, c'est bien de réglementer et de standardiser afin de garantir la qualité des données et la comparabilité des données d'une entreprise à l'autre, de ces données extra-financières. Pour cela, nous allons promouvoir un certain nombre de principes fondamentaux qui rappellent un peu les principes qui s'appliquent à l'information financière conventionnelle. Et d'ailleurs, il est intéressant de se rappeler que la directive NFRD, elle modifie la directive comptable. Elle vient modifier la directive comptable de l'Union européenne. Donc, en ce sens, on peut considérer que l'information extra-financière est un prolongement, un enrichissement de l'information financière conventionnelle. Donc, ces principes sont les suivants: la fiabilité, la comparabilité, l'intelligibilité, la pertinence et l'auditabilité des données. Une connectivité entre l'information financière et extra-financière, je viens un peu d'en parler, et un principe de double matérialité. Donc, c'est à la fois l'impact de l'environnement sur la performance de l'entreprise, l'environnement au sens large d'ailleurs, y compris la société, et l'impact de l'entreprise sur son environnement. Voilà, donc ça, ce sont un peu les grands principes qu'il nous faut promouvoir dans cette révision pour qu'elle soit ambitieuse. Et ensuite, il faudrait qu'elle soit aussi réaliste. On a 3 champs, un champ E, un champ S, un champ G, une diversité d'entreprises, une diversité de secteurs. On sait qu'on n'arrivera pas facilement à définir des indicateurs qui vont s'appliquer à tout le monde. Et si on veut que ce soit comparable, il faut quand même trouver cette cohérence. Et donc, ce qu'on imagine, c'est une fusée à 3 étages, si vous voulez, avec un premier niveau d'indicateurs qui sont intersectoriels, donc des indicateurs un peu de base qui vont fonctionner, qui vont avoir une pertinence pour tous les acteurs économiques, pour toutes les entreprises. Probablement, par exemple, des questions qui touchent aux effectifs, qui clairement n'ont pas de spécificité au niveau de base sectoriel. Ensuite, un niveau sectoriel, justement, qui va s'adapter aux différents secteurs de l'économie, à l'industrie, aux services, etc. Et un troisième niveau, qui est un niveau individuel, qui permet aux entreprises d'adapter leur communication à leur modèle d'affaires propre. Un autre élément tout à fait essentiel, et vous en avez parlé, c'est celui du contrôle de ces données.
contrôle par ce qu'on appelle un OTI, un organisme tiers indépendant, contrôle permis par la directive de 2014, mais dont très peu de pays se sont dotés. La France, et on a cité quelques autres exemples pendant la présentation, l'Espagne et l'Italie, la France a rendu ce contrôle obligatoire. Et nous, notre position, c'est qu'il le devienne au niveau européen, à la fois pour des raisons de cohérence, de fiabilité de ces données, bien sûr, de crédibilité, j'en ai parlé, mais aussi de nivellement des contraintes ou des exigences qui pèsent sur les entreprises au niveau européen. Donc ça, c'est tout à fait fondamental. Un autre objectif qui est celui de promouvoir un reporting qui couvre un ensemble un peu plus large, l'ensemble de la chaîne de valeur. Un autre objectif en termes d'accès à la donnée, alors bien sûr cette donnée elle est créée, elle est traitée, il faut qu'elle soit accessible à un coût qui ne soit pas trop important non plus, donc il y a clairement un enjeu européen qui n'est pas du réglementaire ici si vous voulez, mais qui est plus dans l'accompagnement de cette réglementation et de cette révision. Donc un objectif de créer une base de données européenne qui serait libre d'accès, qui permettrait vraiment à tous les acteurs de disposer de cette information sans barrière. Voilà, maintenant en termes de périmètre, et le MEDEF en a parlé, le périmètre qui a été retenu par la France dans le cadre de la transposition des MFRD en 2014, était assez large. Et là aussi, on souhaite que les Européens se mettent un peu au diapason de ce qui a été le choix français. Donc avoir un périmètre plutôt large, pas seulement applicable aux sociétés cotées, mais aussi aux sociétés non cotées. Et c'est là encore le choix, sous réserve de seuil, de taille, de bilan et de chiffre d'affaires que la France a fait. Alors il y a un débat sur l'abaissement du seuil de 500 salariés à 250, qu'on ne va pas se cacher avec des positions pour, des positions contre. En tout cas, il va y avoir une discussion entre États membres là-dessus. Nous, ce qui nous semble important, c'est de respecter et d'observer un principe de proportionnalité. Et ça a été dit dans les présentations, ça a été dit par le MEDEF, il faut s'assurer que ce qu'on demande aux entreprises, ce soit réaliste, et les plus petites entreprises ont forcément plus de difficultés à produire la donnée à un coût abordable. En même temps, il nous semble qu'il ne faut pas complètement sortir les entreprises qui seraient sous un certain seuil de toutes ces démarches RSE qui quand même embarquent l'ensemble de l'économie aujourd'hui. Point suivant, et là aussi ça a été évoqué, peut-être en allant même au-delà de la compétitivité des entreprises françaises par rapport aux entreprises européennes, il nous semble qu'il y a aussi un sujet de level playing field entre les entreprises européennes et les entreprises non européennes. Si par exemple les entreprises américaines, les entreprises asiatiques opèrent sur le marché unique, il ne nous semble pas incohérent qu'on leur demande de produire des données qui sont celles produites par les entreprises européennes. Donc nous souhaitons aussi avoir ce débat au niveau européen, et nous l'avons. Et un dernier point qui n'est pas sur la diapositive, c'est un point de gouvernance. Je crois que ça a aussi un petit peu transparu dans vos présentations. L'Europe est en avance, l'Europe est moteur, l'Europe est une grande zone économique. Elle peut continuer de jouer ce rôle et ne pas trop se faire rattraper, voire dépasser par des acteurs extérieurs. Et on n'a certainement pas envie de voir sur l'extra-financier ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années sur la comptabilité et les IFRS, où il se trouve que l'Europe, qui est la première zone à appliquer ces normes, n'est pas complètement propriétaire des instances qui les définissent. Voilà, donc il y a aussi un enjeu ici de gouvernance qui est absolument fondamental. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors ici, je rappelle des éléments de calendrier, mais je vais quand même vous donner une information un peu concrète, en tout cas pour ceux qui ne l'ont pas. Donc bon, la révision est lancée, on l'a dit, ça a été annoncé en décembre 2019, c'est la troisième ligne de cette diapositive. Le vice-président Valdis Dombrovskis a confié une mission à l'EFRAG. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec l'EFRAG, c'est une association à Bruxelles dans laquelle siègent les autorités de normes comptables nationales des États membres. Et cette association, l'EFRAG, donne des avis consultatifs, des avis d'experts à la Commission européenne sur les sujets comptables, les sujets d'IFRS. Voilà. C'est bien à cette EFRAG que le VP a confié une mission de travail préparatoire à la révision de la directive. Et plus précisément, le vice-président s'est adressé au président de l'EFRAG, qui est un Français, Jean-Paul Gauzès, ancien parlementaire européen, en lui demandant, fin juin,
de créer une task force pour mener à bien ces travaux. Et cette task force, elle a été constituée, je crois que c'est la semaine dernière officiellement, ou il y a 2 semaines. Elle est présidée par Patrick de Cambourg, que vous connaissez et dont j'ai déjà parlé, constituée d'une trentaine ou d'une quarantaine d'experts qui couvrent tous les champs de l'économie, enfin un vaste champ de l'économie, et qui proviennent de nombreux États membres, de divers États membres. Voilà. Donc cette task force va être répartie en un certain nombre de groupes de travail et qui va devoir fournir un travail consistant et assez rapide, puisqu'on lui demande dès le 31 octobre de rendre un rapport d'étape et dès le 31 janvier 2021 de rendre un rapport final. Et tout ça, évidemment, le but de tout ça, c'est se mettre au diapason du rythme de la révision de la directive avec une proposition législative qui est attendue au premier trimestre 2021. Donc c'est demain, hein, c'est dans 6 mois. Voilà, tout cela s'inscrivant, je voulais quand même le mentionner, dans la dynamique du renouvellement de la stratégie finance durable de la Commission européenne, de l'Europe, qui va être présentée par la Commission européenne d'ici la fin de l'année. Voilà, je crois que ça doit à peu près conclure ma présentation. J'avais ajouté une diapositive sur le reporting qui est demandé aux investisseurs, mais je crois que ça sort un petit peu du cadre de la discussion de ce matin. Donc j'en ai parlé en introduction, hein, c'est le fameux 173.6, je pense que vous le connaissez, et qui est issu de 2015 et qui a été repris au niveau européen par le règlement Disclosure. Voilà, mais je m'arrête là et je préfère, le temps est déjà bien avancé, laisser du temps aux questions. Merci. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel pour cette présentation. Alors on a eu beaucoup de questions, que ce soit sur le niveau européen ou plus concrètement sur la mise en œuvre de la DPEF. Je vous propose qu'on démarre avec le contexte européen. Une première question sur les liens avec la taxonomie. Peut-être pour Pierre-Emmanuel ou Éric et Julien, si vous souhaitez répondre, comment on articule les nouvelles obligations sur la taxonomie qui vont peser sur les émetteurs soumis à la NFRD? Je crois que j'en ai, pardon, je ne sais pas si je prends la parole en premier, je crois que j'en ai parlé déjà un petit peu en introduction à la taxonomie. Donc c'est ce texte qui vise à définir ce qui est une activité soutenable au plan environnemental, avec l'incorporation d'ailleurs de considérations en matière de droits sociaux aussi. Donc la taxonomie va poser, elle est déjà en vigueur, mais on sait que des actes d'application sont en train de préciser tous les éléments techniques du règlement, va donner une définition claire, secteur par secteur, activité par activité, de ce qu'est une activité soutenable et ce que n'est pas une activité soutenable. Donc il est clair qu'à partir du moment où tout ça va entrer en vigueur, va être stabilisé et va être utilisé, parce que c'est une obligation du règlement que ce soit utilisé par les différents acteurs, ça va innerver l'ensemble de l'information extra-financière sur le pilier environnemental et l'ensemble des produits qui vont en découler. Oui, peut-être en complément, Julien Rivals, je me permets. Oui, ce que j'ai compris, moi, c'est qu'il y avait 2 indicateurs finalement qu'il faut préparer lorsqu'on est une entreprise. C'est le chiffre d'affaires réalisé sur ces activités vertes, avec la définition d'activité verte définie par la Commission européenne, et puis la part d'investissement faite sur ces mêmes activités. Donc il y a peut-être dans ces chiffres purement financiers, cette part verte qu'il va falloir suivre, et donc tout dépendra du contenu des taxonomies. Alors pour l'instant, on a les grands secteurs notamment de l'énergie et des utilities. Si ça s'étend, effectivement, ça pourrait être de plus en plus précis pour les entreprises. Donc c'est ça qu'il faut anticiper. Mais à mon sens, à court terme, ça ne va pas concerner tous les secteurs. Peut-être un complément également. Ce sujet est crucial, donc la question est fondamentale. Pierre-Emmanuel a un peu brossé la situation. Je suis au sein de cette task force que Pierre-Emmanuel a présentée, présidée donc par Patrick de Cambourg. Je vais être en charge justement d'apporter des réponses à ces questions sur l'interface entre la NFRD et les différentes politiques publiques européennes dans le cadre du plan Green Deal Sustainable Finance. Et donc, c'est un des enjeux, c'est d'arriver à apporter une réponse à cette question. Aujourd'hui, on ne l'a pas. Par contre, on sent bien que la NFRD devra être le socle qui permet de définir précisément, par exemple, quels sont les critères techniques d'éligibilité des activités à la taxonomie,
si ces informations-là ne sont pas fiabilisées dans le cadre de la NFRD, le déploiement de la taxonomie sera compliqué en Europe. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne peut absolument pas savoir sur quoi les travaux préparatoires vont déboucher. Merci à tous. Une question qui est revenue souvent dans le chat, je vais vous demander de sortir la boule de cristal. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une NFRD V2 mise en œuvre en France, sachant qu'on a le texte début 2021, à partir de quelle année est-ce que l'obligation pourrait être en œuvre en France? Une estimation. Non, j'ai pas vraiment d'éléments précis à vous donner là-dessus, mais c'est vrai que si on a un projet de texte au premier trimestre 2021, il va déjà falloir laisser le temps à la discussion, au trilogue avant européen, vous savez, toute la comitologie européenne, avant de pouvoir adopter finalement le texte. Une fois qu'il sera adopté, si c'est une directive, d'ailleurs ça pourrait très bien être un règlement d'application directe, mais si c'est encore une directive, il va falloir transposer, donc ça va prendre à nouveau du temps au niveau national pour transposer ces dispositions en droit national. Et puis ensuite, on prévoit, comme toujours, des périodes de transition, des délais. Peut-être qu'on peut prendre comme indication le temps qu'il y a eu entre l'adoption de la directive de 2014 et la première DPEF qui a été demandée. Là, si je comprends bien, vous l'avez compris, on vient de faire le bilan de la deuxième année d'application de la DPEF. Voilà, donc on parle quand même d'un certain nombre d'années en termes de délai, voilà, pour permettre aux entreprises de se préparer. Merci beaucoup. Peut-être des questions également sur la DPEF et l'articulation entre les différents textes au niveau français. On avait des questions sur l'articulation cette année encore entre Sapin 2, le devoir de vigilance, RGPD, DPEF. Peut-être Eric et Julien, dans votre expérience, comment ça s'est déroulé cette année? Alors, je peux peut-être commencer si Eric est d'accord avec ça. Effectivement, on l'a dit en introduction, on a focalisé sur cette année sur des sujets qu'on a jugés d'actualité et qu'on avait peut-être un peu moins traités l'année dernière pour que ce deuxième bilan soit en complément du premier. Et donc, il y a des sujets comme un peu les aspects de coordination entre les textes qu'on n'a pas creusé dans le cadre de cette étude. En revanche, effectivement, Eric et moi avons quand même une bonne vision de ce qui se passe. Je pense qu'on est dans la continuité de ce qui s'est passé l'an dernier sur un certain nombre d'interactions entre les textes et encore beaucoup de flou de questions. Il y a des habitudes qui sont en train de se mettre en place. Donc quand je vois le plan de vigilance, par exemple, il y a toujours cette question, est-ce que c'est dans ou en dehors de la DPEF? L'année dernière, c'était 50-50. Je ne pense pas que ça ait fondamentalement changé. Les entreprises ont fait un choix et l'ont continué. Il n'y a pas eu de rupture nette dans les pratiques. D'autres font un plan de vigilance qui n'est qu'un tableau de correspondance du contenu de la DPEF, parce que finalement, les contenus sont quand même extrêmement proches. Voilà, donc voilà, ces questions demeurent. Et voilà, peut-être le sujet de l'année, c'était le lien entre les risques, et notamment les facteurs de risque, qui était un nouveau cadre. Dans le cadre de l'URD, il y avait des nouvelles précisions sur la façon de présenter les facteurs de risque des entreprises, au-delà de l'ensemble des risques de l'entreprise, au-delà de l'aspect DPEF. Ça ne veut pas changer pour la DPEF, puisque la DPEF demande des principaux risques sur les 5 dimensions qu'elle couvre. Et donc, il y a cette interaction entre les deux effectivement qu'on a suivi cette année, qui était l'objet de nombreuses questions dans les entreprises. On va vers la cohérence, mais en fait, on a eu un mouvement, là, certainement un peu de repli, parce que le cadre de repli à l'intégration, finalement, puisque le cadre des facteurs d'émission globaux de l'entreprise était un peu plus exigeant et précis cette année. Il fallait moins, voilà, le cadre de l'URD demande moins de facteurs de risque, que ce soit spécifique à l'entreprise, etc. Et donc, avec des exigences pas forcément les mêmes que les principaux risques de la DPEF. Donc, ça a engendré une double présentation des risques, même si les principaux risques DPEF, on va dire, sont présents dans les facteurs de risque lorsqu'ils sont significatifs. Donc, c'est cette interaction, cette question sur les interactions, sur les risques et la façon dont ils sont présentés reste clairement d'actualité et a été un sujet cette année. C'est un sujet qui permet aussi à la RSE de se décloisonner et d'échanger avec la direction des risques et de la stratégie. Donc, c'est plutôt aussi une opportunité.
Mais ta réponse est très complète. Pardon, je pensais faire un complément rapide sur la question du devoir de vigilance pour à minima rappeler que le devoir de vigilance procède d'un texte autonome, hein, qui est une loi en France de 2017, que le devoir de vigilance va au-delà de l'impératif de transparence qui gouverne l'extra-financier, puisqu'il requiert, le devoir de vigilance, il requiert de définir un plan de vigilance et de le mettre en œuvre. Voilà. Alors la France s'est dotée d'une telle loi, d'un tel dispositif. Certains autres pays en Union européenne, mais ils ne sont pas nombreux. Il y a en revanche une initiative européenne qui est un peu dans les tuyaux, donc je ne sais pas si vous en êtes, si vous êtes au courant. La Commission européenne a publié une première étude d'impact, Inception Impact Assessment, sur ce qu'elle a appelé Sustainable Corporate Governance, qui prend en compte un certain nombre de considérations qui sont d'ailleurs proches de choses dont on a parlé ce matin, mais en particulier le devoir de vigilance. Consultation qui est d'ailleurs lancée par la Direction générale Justice de la Commission européenne. Voilà, donc c'est quelque chose que nous regardons avec attention. Merci beaucoup à tous. Peut-être une dernière question. Quels sont, Éric, Julien, selon vous, les principaux enjeux pour l'exercice 2020 et les points de vigilance pour la prochaine campagne? Oui, il me semble qu'on les a déjà un peu abordés, alors plus sur les tendances un peu de long terme, effectivement, que les enjeux à court terme. Les enjeux à court terme que je vois, puis je laisserai Eric bien sûr compléter, mais il n'y a pas de changement législatif ou réglementaire majeur, donc on est dans la continuité, dans le cadre, ce qui est déjà pas mal, c'est-à-dire qu'on va être dans une troisième année et la poursuite finalement, au moins dans la forme de cet exercice. Je vois en revanche un point évidemment d'actualité, c'est la question du traitement de la santé et sécurité au travail avec l'impact Covid. Enfin, en santé et sécurité, entre autres, parce que ça peut avoir des impacts bien sûr beaucoup plus globaux, malheureusement. Donc comment cette question du Covid va être traitée est un sujet complexe, et quand bien même, au-delà de la façon de le traiter dans les rapports, la façon dont l'information va être produite, est-ce que ça peut entraîner, avec le travail à distance, avec les limites d'activité, des complexifications pour établir le reporting, ou en ce qui nous concerne pour l'auditer. Donc il y a cet impact Covid qui est une évidence. Et puis, le deuxième point que j'ai évoqué dans ma presse et que Karine a souligné aussi, c'est cette évolution des grands référentiels internationaux. Et est-ce qu'il faut, par exemple, faire des tableaux de concordance avec SASB lorsque un de vos grands investisseurs est BlackRock, et qu'il a annoncé qu'il voulait absolument que SASB soit présent. Voilà, donc il y a eu des annonces comme ça de grands investisseurs américains. Si ils sont en lien avec vos organisations, ça peut valoir le coup de bien comprendre leurs attentes et de s'y aligner. Et parmi elles, il y a effectivement SASB, est-ce qu'on s'y réfère ou pas? Et puis, la troisième tendance que je vois, qui est une évidence également, c'est le renforcement de tout ce qui est disclosure climat, avec le cadre de la TCFD qui s'impose et qu'il va falloir continuer. Il y a une logique ça se fait pas en une année, hein, la TCFD. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'initiatives. C'est en lien bien sûr avec toutes les stratégies climat des entreprises et la façon dont on la restitue, les analyses de scénarios. Voilà, il y a énormément d'initiatives sur ce sujet, et donc améliorer son reporting TCFD dans le cadre TCFD me paraît aussi une question de fond. Compléter peut-être, Julien. Julien, je suis 100% aligné avec toi sur le sujet TCFD. Concernant SASB, je voudrais quand même rappeler la réalité de notre étude, hein, qui est que 2 entreprises sur 100 seulement ont mentionné ce référentiel. Je crois que Karine a également parlé d'une accélération. Personnellement, je ne la vois pas. Et je considère que les entreprises françaises sont aujourd'hui déjà très bien notées par les agences extra-financières, sans forcément se référer à SASB. Donc, je voudrais limiter vos propos concernant SASB. Et sinon, les deux, alors,
Par contre, je te rejoins 100% sur le Covid et la santé-sécurité au travail. Ça va être un des sujets de cette année, notamment comment les entreprises analysent leur performance alors que leur activité a été grandement pénalisée par la période de confinement. Donc là, il y aura des questions techniques complexes. Les deux autres enjeux que je vois, c'est la préparation de la taxonomie, donc le renforcement du reporting sur finalement qu'est-ce que mon chiffre d'affaires vert et donc quels sont mes produits verts, mes produits et services qui sont durables, plus que verts d'ailleurs, c'est produits et services durables. Et donc je pense que ça, sur les 2 prochaines années, ce sont des choses qui vont arriver et qui doivent être développées. Et le deuxième aspect que j'ai évoqué aussi pendant la présentation, je pense que la mesure économique des impacts des plans d'action de durabilité, que ce soit sur le climat, sur la SST, etc., les impacts économiques positifs et négatifs, donc des investissements, des dépenses d'exploitation, mais aussi des revenus supplémentaires liés à des produits durables, ces questions-là de mesures économiques vont être demandées de plus en plus par les investisseurs, et donc j'encourage les entreprises à creuser ce sillon. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense qu'on a balayé la majorité des questions qu'il y a eu dans le chat et on voit l'heure qui tourne. Je tiens à remercier beaucoup les intervenants pour leurs éclairages et merci à vous tous pour votre participation ce matin. Nous étions plus de 200, ce qui, je pense, traduit l'importance que les entreprises françaises accordent à ce sujet et votre volonté de suivre étroitement les évolutions à venir du reporting. Je rappelle que le bilan vous sera envoyé par mail dans la journée et disponible en ligne. On reste bien sûr à votre disposition avec Julien et Eric pour toute question complémentaire sur le bilan. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.